Quand je me suis effondrée au travail, les médecins ont appelé mes parents. Ils ne sont jamais venus. 3 jours plus tard, toujours branché à des machines, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu ce qu'ils avaient fait. À la place, le visage souriant de ma sœur m'avait identifié sous une photo. Journée en famille, sans drame. La légende me brûlait plus que la perfusion dans le bras. Je n'ai pas envoyé de message. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé les « j'aime » grimper, me demandant à quel moment la famille avait cessé de signifier amour pour devenir performance. Puis, 4 jours plus tard, 74 appels manqués sont apparus sur mon écran et un message de mon père. « On a besoin de toi. » C'est là que tout a basculé, mais pas comme il l'avait imaginé. Avant, je pensais que l'épuisement faisait partie du lot quand on est fiable. Chez GreenTech, les délais étaient serrés, les projets interminables. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours celle qui restait tard, celle qui faisait avancer les choses. Mes collègues disaient que j'avais une discipline qui les effrayait. Ils ne savaient pas que ce n'était pas de l'ambition, mais de la survie. Parce que chaque heure que je travaillais n'était pas seulement pour moi. C'était pour ceux qui attendaient chez eux d'être secourus une fois de plus. Mon père, Robert, était au chômage depuis la crise immobilière. Il disait que c'était temporaire, mais 7 ans, ça paraissait une éternité. Ma mère, Elena, disait qu'il avait juste besoin de temps, mais ce dont il avait vraiment besoin, c'était du salaire de quelqu'un d'autre. Le mien. Ma sœur Marissa, l'influenceuse de la famille, lançait sans cesse de nouveaux projets. Une marque de bien-être, un podcast, une ligne de bougies. Chaque projet faisait un flop plus vite que le précédent. Mon soutien se traduisait souvent par des virements éclairs étiquetés « à l'aide » ou « juste ce mois-ci ». Et Peyton, la Benjamine, encore étudiante en design, aimait jouer les médiatrices. Elle ne discutait jamais. Elle empruntait discrètement et oubliait bruyamment. De l'extérieur, on paraissait parfait, une famille souriante, des photos de vacances, des pulls assortis et des rires forcés. Sur Internet, Marissa nous qualifiait de « preuve que l'amour est tout » chez les Miller. Elle a publié ça juste après que j'ai payé l'assurance auto de maman et les frais de retard du crédit immobilier. Apparemment, l'amour avait un solde à payer. Grand-père Joe était le seul à avoir compris la supercherie. Il avait été comptable dans un cabinet d'avocats pendant 40 ans et savait lire les gens comme dans un tableau Excel. « On ne peut pas auditer l'amour », m'avait-il dit un jour. « Mais tu sauras quand les chiffres cesseront de coller. » Il m'avait prévenu avec douceur que mes parents commençaient à me considérer comme un plan B. Je refusais de le croire. J'avais été élevée dans l'idée que la loyauté résolvait tout. Alors, j'ai continué à arranger les choses. J'ai payé ce que je n'aurais pas dû, j'ai souri quand je n'aurais pas dû. La vérité, c'est que j'avais peur d'arrêter. Peur que si je disais non, il me montre enfin ce que valait vraiment l'amour. La veille de mon malaise, j'étais encore au bureau à 22 heures, les yeux rivés sur des plans que je n'arrivais même plus à déchiffrer. J'avais la poitrine serrée depuis des semaines. Ma vision se brouillait. Je pensais que c'était le stress. Ce n'était pas ça. Mais même à ce moment-là, alors que je rangeais mon ordinateur portable, mon téléphone a vibré. Un message de Marissa. « Tu peux payer mon loyer ? Promets-moi de te rembourser le mois prochain. » J'ai tapé une réponse, puis je l'ai effacée, puis j'ai retapé. Bien sûr. C'était le dernier message que j'ai envoyé avant de sombrer. La lumière de l'hôpital était trop blanche, trop nette, comme si elle essayait d'effacer ce qui s'était passé. Quand j'ai ouvert les yeux, tout était flou, les dalles du plafond, les perfusions, l'infirmière qui me demandait si je savais où j'étais. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'essayais encore de me rappeler quel jour on était. Mon téléphone était déchargé. J'avais mal à la poitrine. Le moniteur à côté de moi émettait un léger bip, comme en écho à quelque chose de fragile en moi. Quand un médecin a fini par m'expliquer, sa voix était calme mais distante. Accident cardiaque. Vous avez eu de la chance que votre collègue ait réagi vite. De la chance. Ce mot m'a blessé. Parce que la chance n'aurait pas dû être ce qui m'avait maintenu en vie. C'est l'amour qui aurait dû le faire. Ils m'ont dit qu'ils avaient appelé mes contacts d'urgence, mes parents, mais personne n'avait répondu. Nous avons laissé plusieurs messages, a ajouté l'infirmière avec précaution, comme si elle craignait que la vérité ne fasse plus mal que l'aiguille de la perfusion dans mon bras. Les heures ont passé. Aucun appel, aucune visite, rien.
J'ai regardé la lumière du soleil glisser sur le mur avant de disparaître. Le 3e jour, l'infirmière a apporté mon téléphone, complètement chargé. Je n'aurais pas dû l'ouvrir, mais je l'ai fait. La première chose que j'ai vue n'était ni un appel manqué ni un SMS. C'était une notification. Vous avez été identifié dans une publication d'un compte officiel. Mes doigts tremblaient tandis que je l'ouvrais. La photo s'est chargée lentement. Soleil, haut du lac. Ma famille souriant autour d'une table de pique-nique. Ma mère tenant ses œufs brouillés. Mon père, une bière à la main. Peyton faisant le signe de la paix à côté de Marissa, dont la légende brillait sous leur visage parfait. Une journée en famille sans drame. Pendant un instant, j'ai eu le souffle coupé. Le bip du moniteur s'est accéléré, au même rythme que mon pouls. L'ironie était presque poétique. Il m'avait effacé tout en faisant semblant de célébrer la famille. J'ai zoomé sur leur visage, souriant, détendu, insouciant. Personne n'avait l'air coupable. Personne ne semblait regretter mon absence. Une infirmière est passée et m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. J'ai répondu. Non, je crois que ça suffit. Je n'ai rien dit, je n'ai pas appelé, je n'ai même pas envoyé de message. Je suis resté là, à fixer l'écran, jusqu'à ce que la lumière de mon téléphone s'éteigne et que mon reflet me renvoie une image pâle, fatiguée, mais soudain apaisée. Une apaisation qui ne vient pas de la paix intérieure, mais de la lucidité. Le 4e jour, j'ai recommencé à marcher, lentement et d'un pas mal assuré, traînant la perfusion comme une ombre. Le médecin avait dit que la convalescence prendrait des semaines. Il ignorait que mon cœur ne serait pas le seul à avoir besoin de guérison. Puis, un matin, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. 74 appels manqués. Un message de papa. On a besoin de toi. Réponds tout de suite. Non. Comment vas-tu? Pas d'excuses, juste de l'urgence. Un ordre. De la panique. Je l'ai lu une fois. Puis, l'absurdité de la situation m'a presque fait rire. Ils m'avaient ignoré quand j'avais le plus besoin d'eux. Et maintenant, ils exigeaient que je les sauve. Mais je n'ai pas rappelé. Pas cette fois. Au lieu de cela, j'ai fait défiler mon téléphone jusqu'à un autre contact. Grand-père Joe. Mon pouce a hésité sur son nom. Le seul qui évoquait encore la sécurité. Quand j'ai appuyé sur le bouton d'appel, il a répondu à la 2e sonnerie. Je l'ai entendu. Il a dit doucement, « Tu n'as pas besoin de t'expliquer. » C'était la première fois depuis des années que quelqu'un me parlait comme si j'avais de l'importance. Grand-père Joe est arrivé 40 minutes plus tard, toujours vêtu de son vieux coupe-vent marron et arborant cette expression qui ne laissait jamais rien transparaître. Il ne m'a pas serré dans ses bras. Il n'a jamais été du genre à faire des câlins. Mais il s'est assis à côté de mon lit d'hôpital comme s'il l'avait fait toute sa vie. « Ils ont fini par te briser, hein ?» a-t-il dit en jetant un coup d'œil à l'écran à côté de moi. J'ai esquissé un sourire. Je suppose. Il n'a pas demandé de détails. Il savait déjà. C'était sa façon de faire. Une compréhension silencieuse et chirurgicale. Il est resté toute la journée à parler avec mon infirmière, s'assurant que mon assurance prenne en charge ce qui était prévu. Quand la secrétaire a mentionné quelques impayés, il n'a pas sourcillé. Il a sorti sa tablette et s'est mis à taper. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé. « Je fais le point », a-t-il répondu. Avant de couper les câbles, il faut savoir où ils mènent. Nous avons tout passé en revue. Mes comptes courants, mes virements automatiques, les paiements d'assurance auto, les lignes de crédit communes. La liste s'allongeait et mon estomac se nouait. Chaque semaine, l'argent quittait mon compte comme une hémorragie lente. Le prêt de Marissa, le loyer de Peyton, la voiture de maman, et même une facture d'électricité à mon nom pour une maison que je n'avais pas habitée depuis la fac. Comment ai-je pu laisser faire ça? Murmurai-je. Tu croyais que c'était de l'amour, dit-il simplement. Eux, ils pensaient que c'était une obligation. Différence de logique. Ce soir-là, tandis que les machines bourdonnaient et que le silence régnait dans l'hôpital, grand-père Joe me montra comment les couper une par une. Non par méchanceté, mais par instinct de survie. Il dressa un tableau, y nota tous les paiements récurrents et me le tendit comme une carte de l'enfer. Demain, dit-il, on commence par la banque. Je ne dormis presque pas. Je revoyais sans cesse cette photo, leur sourire,
la lumière du soleil, et j'entendais le faible bip du moniteur comme un compte à rebours. Le lendemain matin, j'appelai ma banque depuis l'hôpital. Le conseiller reconnut ma voix. J'avais été celle sur qui on pouvait compter pendant des années. À midi, les virements automatiques avaient disparu. Le compte de Marissa était clôturé. Le dépôt de garantie de Peyton était suspendu. L'assurance de maman était résiliée. Chaque clic était comme une bouffée d'air frais. Le soir venu, le téléphone se mit à vibrer. Premier message de maman. On vient d'apprendre ce qui s'est passé. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Puis, Peyton, on peut parler? C'est un malentendu. Je les ignorais tous. Grand-père Joe était assis à côté de moi, lisant le journal, faisant semblant de ne pas me regarder. Tu te sens coupable maintenant, finit-il par demander. Oui, admis-je. Un peu. Ça va passer, dit-il en pliant le journal. La culpabilité, c'est le prix à payer pour être libre. Le lendemain, je quittai l'hôpital. Grand-père Joe me ramena à la maison. Mon appartement me semblait plus petit que dans mon souvenir, comme si les murs m'entendaient. Je mis mon téléphone en mode silencieux, le débranchis et fixai la fenêtre pendant un long moment. Puis une vibration. Un autre message de papa. C'est grave. Appelle-moi tout de suite. Tout s'écroule. J'eus presque pitié de lui. Presque. Ils avaient pris mon silence pour de la reddition. Ils ignoraient que ce silence était le signe que je reprenais le contrôle. 2 jours plus tard, j'étais de retour chez grand-père Joe à Portland, dans une petite maison de plain-pied où flottait une légère odeur de café et de vieux bois. Il avait débarrassé la table de la salle à manger, étalant des dossiers comme un général se préparant à la guerre. Le soleil de l'après-midi éclairait en oblique des piles de papier, historiques de paiement, relevés de comptes, attestations d'assurance, maîtresses financières, fruits d'années de complicité silencieuse. Chaque histoire laisse des traces, dit-il. Les tiennes se trouvent être en dollars. Il avait raison. Quand nous aurons terminé, le tableau était clair. Je ne les avais pas seulement aidés. J'avais financé l'illusion de leur stabilité. Sans mes revenus, tout ce qu'ils avaient construit, l'image, le confort, le contrôle s'effondrerait. Et c'est ce qui arriva. Les appels doublèrent. Ma messagerie vocale se remplit de la voix prudente de ma mère. Douce en apparence, mais tranchante en dessous. Ava, ma chérie, on ne savait pas que tu étais à l'hôpital. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit plus tôt? Puis plus doucement, presque un murmure. Ton père s'inquiète encore pour le prêt immobilier. Inquiet, pas désolé. Les textos de Marissa ont suivi. Des captures d'écran de son compte vide, des émojis de pleurs dramatiques et un message qui disait « Si tu ne répares pas ça, je perds tout ». Je l'ai longuement dévisagé avant de répondre par un simple « Bien ». Puis ce fut au tour de Pton. « Je ne suis pas comme eux », écrivait-elle. « S'il te plaît, ne me punis pas pour leurs erreurs. » J'ai failli rire. Elle avait dit la même chose quand j'avais co-signé son bail l'année dernière. Grand-père Joe me regardait, un sourire crispé aux lèvres, comme s'il avait déjà vu ce film. « Ils n'appellent pas parce qu'ils se soucient de toi », a-t-il dit. « Ils appellent parce qu'ils sont dos au mur. » Il avait encore raison. Le lendemain matin, une voiture était garée devant mon immeuble. Robert Miller, mon père, était au volant, les yeux rivés sur ma vitre. Il n'a pas envoyé de texto. Il n'est pas monté. J'ai attendu, comme un huissier guettant des aveux. Je n'ai pas cédé. Cet après-midi-là, un nouveau message est arrivé. Tu es sur le point de détruire tout ce que nous avons construit. J'espère que tu comprends les dégâts que tu causes. Tout ce que nous avons construit. Je l'ai lu 2 fois à voix haute, juste pour en saisir toute l'absurdité. Je l'ai montré à grand-père Joe. Il a simplement hoché la tête. Cette phrase en disait plus long qu'il ne l'aurait jamais voulu. Puis la vidéo est arrivée. Marissa l'a mise en ligne ce soir-là. Une visite lente et émouvante de notre maison d'enfance, désormais vide. La caméra balayait les murs nus et les cartons éparpillés, sa voix tremblante. Ils ont pris tout ce qu'elle disait. Et devinez qui les a laissés faire? La vidéo s'est terminée sur une photo de moi souriante, recadrée d'un Noël en famille d'il y a des années. La légende. Parfois, les liens du sang ne font pas la famille. Les commentaires ont explosé. Sympathie, pitié,
Jugement. Des influenceurs l'ont partagé. Ma boîte mail était saturée d'inconnus me traitant d'ingrate. Grand-père Joe a regardé toute la vidéo en silence, puis s'est levé, a sorti son téléphone de sa poche et a passé 3 appels. En moins de 48 heures, nous avions tous les documents. Acte de prêt, défaut de paiement, pénalité de retard. Ils avaient utilisé la valeur nette de la maison pour rembourser les cartes de crédit de Marissa et financer le projet de Peyton, un atelier de fabrication de bougies qui n'a jamais ouvert. Je n'ai même pas eu besoin de les démasquer. Les calculs parlaient d'eux-mêmes. Malgré tout, j'ai déposé une plainte pour fraude. Grand-père Joe et son avocat, Maître Klein, m'ont aidé à rédiger une mise en demeure, interdiction de contact, d'usurpation d'identité et de toute réclamation financière. Nous l'avons envoyée par courrier recommandé, une à chacun. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi une nuit complète. Le lendemain matin, mon téléphone vibrait sans cesse. Le visage de Peyton s'affichait sur mon écran à travers le judas du rez-de-chaussée. Elle se disputait avec la sécurité de l'immeuble. Elle n'était pas sur la liste des visiteurs autorisés. Je l'ai vue faire les 100 pas dehors, le téléphone à l'oreille, probablement en train d'appeler Marissa. Je ne suis pas sortie. Plus tard, grand-père Joe est réapparu, tenant une épaisse enveloppe en papier craft. Ils ont fait une bêtise, dit-il. À l'intérieur, il y avait des échanges de courriels imprimés entre mes parents et un petit cabinet d'avocats. J'ai parcouru le texte du regard, une première fois, puis une seconde. Ils envisageaient de me placer sous tutelle légale. J'ai lu l'entête à voix haute, requête d'urgence pour une curatelle temporaire. Grand-père Joe soupira. Ils ont déjà essayé ça avec ton oncle, il y a des années. Ça n'avait pas marché non plus. Mais cette fois, ça aurait pu marcher si je n'avais pas déjà tout transféré sous la fiducie qu'il avait créée. Si mon médecin n'avait pas rédigé d'attestation confirmant ma stabilité. Si mon service des ressources humaines n'avait pas confirmé que j'étais en congé maladie, et non licencié. Au moment où ils ont déposé nos documents préventifs, le dossier était déjà arrivé au tribunal. Leur requête était vouée à l'échec. Pourtant, ils n'ont pas abandonné. Marissa a publié un autre message, cette fois en larmes. Son mascara coulait sur ses joues tandis qu'elle parlait face caméra. La maladie mentale ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. Elle a dit, parfois, les gens qu'on aime nous repoussent. On essaie juste de l'aider avant qu'il ne soit trop tard. Ses abonnés ont inondé les commentaires de messages de sympathie. Je prie pour Ava, est devenue virale, mais les réseaux sociaux ont la mémoire courte et la mèche encore plus courte. Quelqu'un a retrouvé sa vieille publication, Journée en famille sans drame, et l'a collée à côté de sa vidéo où elle pleurait. Où était donc cette compassion quand elle était à l'hôpital, demandait la légende. Du jour au lendemain, tout a basculé. Des captures d'écran ont fait surface. Les contrats publicitaires de Marissa, ses publications sponsorisées pendant la semaine de mon hospitalisation. Ses tweets se moquant de ses frères et sœurs. Toxique. La page Etsy de Peyton a été bombardée de commentaires. Les clients de la société de courtage de mon père se sont retirés. Même le Facebook de ma mère était envahi d'inconnus exigeant des explications. Le vendredi, l'empire numérique de la famille s'était effondré plus vite que leurs finances. Grand-père Joe m'a tendu sa tasse de café. « Tu n'as rien eu à faire », a-t-il dit. La vérité a éclaté d'elle-même. Ce soir-là, un simple SMS est arrivé de ma mère. « S'il te plaît, on peut parler. » Je suis restée bouche bée. Je suis restée longtemps là, le pouce suspendu au-dessus du clavier. Puis j'ai verrouillé l'écran et posé l'ordinateur face contre table. De l'autre côté de la pièce, grand-père Joe lisait. « Ça va ?» m'a-t-il demandé. « Oui », ai-je répondu doucement. « Je viens de finir. » Mais ce n'était pas le cas. Le lendemain matin, un coursier a apporté une autre enveloppe. Celle-ci ne venait pas de leur avocat. Elle venait de mon père lui-même. Un testament manuscrit. Il l'avait réécrit la semaine suivant l'échec de la tutelle. D'une écriture tremblante, on pouvait lire « En cas de décès, tous mes biens reviendront aux membres de ma famille qui resteront unis. » Ava est déshéritée jusqu'à ce qu'elle se réconcilie. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. C'était la même manipulation, simplement enrobée d'encre officielle. Je l'ai montré à grand-père Joe. Il pense encore que je veux quelque chose.
Il a esquissé un sourire. Ils n'ont pas l'habitude qu'on leur refuse l'argent. Ce soir-là, j'ai rédigé ma réponse finale, non pas par SMS, ni en ligne, mais par l'intermédiaire de mon avocat. Elle était courte, précise et définitive. Je renonce à tous mes droits sur la succession et demande une rupture définitive du lien successoral. Je l'ai signée, scellée et remise à grand-père Joe. Déposez-la lundi, ai-je dit. Il a hoché la tête. Que vas-tu faire maintenant? J'ai regardé par la fenêtre. Dehors, la pluie cessait. Je crois que je vais me reposer, ai-je dit. Peut-être dans un endroit plus calme. Pour la première fois depuis des années, j'étais sincère. 2 semaines plus tard, la pluie a enfin cessé. Grand-père Joe et moi avons fait nos valises, emportant le peu que je tenais à garder. Une valise, mon ordinateur portable et quelques photos auxquelles je tenais encore beaucoup, et nous avons pris la route vers l'est, en direction du Colorado. Il a dit qu'il voulait revoir les montagnes avant l'hiver. Je n'ai pas discuté. Je me suis contenté de... J'ai regardé l'autoroute défiler à toute vitesse. Kilomètre après kilomètre, le monde enfin silencieux. Le chalet que nous avions loué se trouvait près d'une crête bordée de pins. Pas de bruit, pas de circulation, pas de famille, juste un silence pur et authentique. Je travaillais désormais à distance pour une entreprise de technologie verte. Moins d'heures, moins de pression. Mes journées commençaient par un café noir et se terminaient par le bruit du vent qui raclait le toit. Parfois, je recevais encore des messages. Un cousin qui me demandait ce qui s'était vraiment passé, un inconnu qui disait avoir lu les publications en ligne. Je ne répondais pas. Je n'avais pas besoin de les laisser croire à la version qui leur semblait plausible. Ma vérité n'avait plus besoin de témoins. Grand-père Joe s'asseyait près de la fenêtre, journal à la main, faisant semblant de ne pas me voir respirer plus librement. « Tu l'as fait », m'a-t-il dit un matin. « Tu as brisé le cycle. » J'ai souri. Ça n'a coûté que tout. Il a ri doucement. C'est le prix réduit. Et il avait raison. Parce que ce que j'avais gagné valait plus que toutes les excuses, tous les héritages, toutes les photos de famille forcées réunies. Pour la première fois de ma vie, je n'étais plus celle qui subvenait aux besoins de ma famille. La personne qui arrangeait tout, ou la fille qui devait de l'argent à tout le monde. J'étais juste Ava, vivante, libre, enfin libre. Avant, je pensais que le silence était synonyme de défaite. Que partir revenait à abandonner. Mais maintenant, je sais que le silence peut être un choix, une frontière, une forme de paix qui n'a besoin de la permission de personne. Ma famille essaie encore de me contacter par l'intermédiaire d'autres personnes, pour voir si je vais rompre le silence. Je ne le fais jamais. Certaines histoires n'ont pas besoin de nouveaux chapitres. Elles ont juste besoin de se terminer. Si on vous a déjà traité d'égoïste pour avoir enfin pensé à vous, j'espère que ceci vous rappellera que choisir la paix n'est pas une trahison. C'est survivre. Ils peuvent garder leur publication, leur pitié, leur version de la vérité. Je garderai mon calme, mes rires, ma vie. Si vous avez déjà dû vous éloigner de votre propre famille pour guérir, partagez votre histoire ci-dessous.